Bonjour et bienvenue dans l'émission Dans le jardin de mon père. Aujourd'hui débutent les travaux sur le terrain de Larry. On est avec les élèves de Fierbourg et on vous présente les travaux de désherbage et de plantation. Suivez-moi. Promix est fier de vous présenter cette chronique et de donner vie à votre jardin. Je suis contente aujourd'hui de m'entretenir avec Mathieu Gaudreault, qui est enseignant au Centre professionnel de Fierbourg. Bonjour Mathieu. Bonjour Annie. Tu fais partie du programme Horticulture et jardinerie. Exactement, ça j'enseigne dans ce programme-là. À Fierbourg, on a aussi 5 autres programmes dans le secteur horticole, le secteur vert qu'on appelle aussi. Donc on a aussi un programme d'élagage, on a le programme de réalisation d'aménagement paysager. Oui. D'ailleurs, ce programme-là devrait être aussi peut-être interpellé dans le projet qui nous occupe aujourd'hui. Oui, oui. On a aussi le programme de fleuristerie et on a aussi le programme de production horticole. Faites-vous aussi du dessin de plants? Dans le programme d'horticulture et jardinerie, il y a un petit peu de dessin de plan, surtout que le programme va changer prochainement. On a un nouveau, il a été réécrit, donc ça va être surtout du croquis. Mais effectivement, il faut que les élèves puissent être en mesure de placer les plantes au bon endroit sur un terrain. Donc, il faut placer tout ça. Donc, il faut faire un plan, prévoir les plantations, effectivement. Aujourd'hui, Mathieu, on a les élèves justement du programme qui sont avec nous sur le terrain. Merci d'être là. C'est un privilège de vous avoir. C'est un beau cadeau. On est dans le processus d'élagage, là. On a commencé... Oui, présentement, on est même, je dirais, le défrichage. On est en train de retirer certaines plantes. Bien entendu, c'est un jardin quand même d'expérimentation. Oui. On a fait des belles découvertes. Il y a plusieurs plantes, même inédites, qu'on n'a pas vues souvent. Donc, avec les élèves, là, on enlève quand même certaines plantes qui se sont propagées là, à vitesse grand V, donc un peu comme les géraniums. Donc, se sont ressemés, ils ont un petit peu pris trop d'espace, donc on va les retirer. Parce que Mathieu Hudson, lui, a plusieurs plans. En fait, il veut remplacer certaines choses dans l'aménagement, donc juste améliorer. Donc, on est en train, là, présentement, de retirer ces plantes-là et on fait des découvertes au travers de ça. C'est ce que je voulais te demander. Quelles découvertes, entre autres, qui vous ont inspiré ou touché dans ce processus-là? En fait, c'est sûr qu'il y a plusieurs petites plantes. Juste tantôt, on avait une belle petite colonie d'azarette, en fait, du Canada, qui est une plante même menacée, là, mais qui se vend quand même. Certains producteurs en font, mais ici, elle s'est vraiment propagée dans le jardin de Larry un peu partout. Donc, on va la préserver, on va la relocaliser. Donc, il y a des plantes comme ça qu'on veut conserver, c'est certain. On va vous retrouver un petit peu plus tard parce qu'après ça, on va passer au processus de plantation. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir pris le temps. Puis, ça fait plaisir. On se retrouve dans quelques minutes. Super. Je me retrouve à nouveau avec Julie Fournier, propriétaire des Artisans du paysage, pour parler des différents types de jardins. Julie, bonjour à toi. Bonjour. On se retrouve ici, évidemment, dans le jardin de Larry, où il n'y a pratiquement aucun entretien à faire. Exact. Pour ceux qui aiment la végétation à l'état naturel, il n'y a aucun problème, mais pour ceux qui voudraient avoir aussi des jardins où il y aurait un minimum d'entretien, de quelle façon est-ce qu'on procède? Bien, idéalement, il y a possibilité d'avoir un minimum d'entretien. C'est sûr que 100 d'entretien, bien, il faut vraiment y aller comme ici chez Larry Hudson, avec vraiment la nature a pris son cours. Oui. Mais c'est sûr, certain que dans un jardin, dans la composition d'un jardin, si on veut avoir un minimum d'entretien, c'est de bien partir nos plates-bandes, bien les réfléchir. Aussi avoir des végétaux qui vont prendre une expansion, une grande expansion, et les mettre aux bons endroits. Tu sais, dans le fond, qu'on n'a pas besoin de tailler régulièrement, parce que si on ne met pas notre arbuste aux bons endroits, bien, on va être obligé de le tailler. C'est ça. Puis encore là, si on taille trop, bien là, on va attirer des insectes, on va attirer des maladies, on va avoir besoin de produits. Ah oui. Fait que, tu sais, c'est toujours ça qui arrive, hein? On va contre la nature. Fait que ça, on va contre la nature, elle veut être là, la nature.
Puis la nature, elle n'aime pas le vide. Fait que quand on arrive, qu'on fait des grandes plates-bandes où on a beaucoup d'espace, c'est sûr que c'est super beau des jardins avec, on voit les plantes toutes bien déterminées. Mais c'est sûr que ça prend beaucoup plus d'entretien. Mais par exemple, si on vient arriver avec des massifs, c'est-à-dire, exemple, on a fait des grands massifs d'émerocales, des grands massifs d'ostas, avec des gros massifs d'arbustes, mais que tout est bien placé, réfléchi, bien là, nos plantes vont prendre tellement l'emplacement qu'on n'aura pas besoin de faire du cerclage régulièrement, ce qui veut dire enlever les mauvaises herbes. Fait qu'au printemps, on va faire un bon nettoyage, puis la nature va pousser, puis on va faire quelques petites visites d'entretien ici et là pour juste dire qu'on va venir contrôler nos végétaux. Puis ça va avoir l'air d'être à l'état sauvage à quelque part. C'est ça, dans le fond, c'est un état sauvage contrôlé. Parce que dans le fond, le choix de nos végétaux va faire en sorte que, puis en entretenant minimalement, ce qui veut dire qu'on va contrôler les plantes. Il y a des plantes qui vont prendre plus d'expansion versus les autres. Fait qu'en les contrôlant, bien, ils vont se toucher. Ça va faire des massifs comme qu'on se promènerait dans un jardin. On voit des massifs de végétaux qui sont tout à fait naturels. Puis ils viennent, ils se touchent, puis les plus forts vont prendre le dessus. Mais là, nous, on les aide un petit peu dans le minimum d'entretien. On les contrôle. Fait qu'on triche un petit peu avec la nature, mais légèrement. Puis on vient pas trop tailler. Fait qu'on va laisser des tailles naturelles. Fait qu'on va pas tailler là, en forme ou des choses comme ça. On va laisser les branches. On va contrôler une fois de temps en temps. On va venir enlever quelques branches, juste pour dire qu'on va venir contrôler, mais on va garder le port naturel. Fait comme ça, on vient pas jouer trop souvent avec notre arbuste, fait qu'on risque moins d'avoir des maladies et des insectes. Bien, je trouvais ça intéressant, justement, parce qu'on n'a pas idée, des fois, de ce qui peut causer, justement, l'approche de certains insectes ou qui peuvent causer du tort au jardin. J'avais aucune idée que, justement, en taillant ou en faisant trop d'entretien... Puis, en fait, qu'est-ce qui cause ça exactement? Bien, souvent, quand on va venir aussi tailler, mettons, après une pluie, là, s'il y a des exemples, ici, on a un beau physocarpe en arrière de nous, bien, le physocarpe bien, est assez fragile à la maladie fongique. Fait que si on taille un physocarpe dans une période où ce qui est très humide, bien, là, souvent, les champignons, il y a souvent le mildiou qu'on appelle, c'est comme des taches blanches, bien, le mildiou va venir attaquer notre arbuste à ce moment-là plus facilement. Il va peut-être l'attaquer pareil, même si on ne l'aurait pas taillé, là. Mais je veux dire, le risque est plus élevé à ce moment-là. Fait que moins qu'on touche à nos végétaux, plus qu'on laisse nos végétaux prendre l'expansion, puis qu'on a pensé à mettre des végétaux qui vont être forts, bien, notre entretien va vraiment être minimal. Un peu comme un légume qu'on coupe qui va venir s'oxyder, par exemple. Exactement. OK, c'est le même principe. Oui. Bien, merci beaucoup, Julie, pour tes conseils. Évidemment, si on veut en profiter davantage de ces conseils-là ou de tes services carrément, on consulte ton site Internet ou vous offrez un service clé en main? Oui, nous, on offre un service clé en main en entretien paysager, puis c'est des horticulteurs qui vous conseillent aussi pour justement l'évolution de votre jardin là, dans les bonnes pratiques. Merci beaucoup, Julie. Ça fait plaisir. Donc, Mathieu, tes étudiants ont travaillé très fort ce matin, puis ils ont tout préparé là, cette partie du jardin qui est le jardin à thématique maritime. Oui, bien ça, on a travaillé quand même assez fort, un très beau travail de défrichage, on pourrait dire ça comme ça. Puis on a eu des beaux spécimens là, à planter, là, on a des belles plantes à aller voir. Bon, on va aller voir ça. Super. Mathieu, on voit là, ici là, presque toutes les plantes là, qu'on a plantées là, pour ce jardin-là. Toutes des plantes
qu'on retrouve dans des zones maritimes. Toutes des plantes indigènes du Québec. Ouais. C'est pas facile de trouver des plantes indigènes, mais on a réussi à en avoir une couple. Là. Ouais. Ici, là, la campanule à feuilles rondes. C'est bien ça? Oui, exactement. Ce qui est étonnant, c'est que les premières feuilles de la base sont vraiment plus rondes. On a vraiment 2 formes de feuilles sur cette plante-là. Après, quand on a l'inflorescence, on a des feuilles un petit peu plus lancéolées, si on veut. Donc, quand même intéressant. Puis une belle floraison aussi. On a eu des très beaux plants. C'est ça, des belles fleurs en forme de cloche. Là, ça fleurit quand même assez longtemps, si je ne me trompe pas. Oui, quand même une floraison qui est prolongée. Puis en plus, comme tu le disais, c'est indigène. Puis normalement, ça pousse même sur le bord du fleuve, dans les anfractuosités. Donc, ça peut avoir la vie dure. Donc ici, avec un sol qui va être plus calcaire aussi, je pense qu'il est à la bonne place. Si on est sur le bord de la rue, il va peut-être avoir du sel dans la neige, puis ils vont être très résistants à ça aussi. Tout à fait, C'est ça. tout à fait. Bon, puis là, ici, on a les épilobes et les verges d'or. Oui, pour l'instant, on pourrait dire que sont petites, là, sont encore, c'est des petits formats, mais petite plante deviendra grande, ça va venir jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50. C'est ça. Notre verge d'or avec floraison jaune, l'épilobes floraison rose qui vont progresser dans le temps. Jusqu'en septembre, on va avoir une belle floraison à l'automne et puis même des plantes super intéressantes pour les pollinisateurs. C'est ça. Hein? Aussi. La verge d'or, là, pour les gens qui ne connaissent pas, écoute, il y en a, on les voit partout, surtout sur le bord des autoroutes. Oui. On a beaucoup d'espèces de verge d'or. Là, ici, c'est la canadensis. C'est ça, exactement. Qu'on a mis. Ouais. Mais il y a plusieurs espèces qui sont indigènes. Puis ici, c'est celle qu'on va retrouver. Donc, il va y avoir vraiment un beau punch de jaune avec cette plante-là. C'est ça, là. Une bonne floraison prolongée. Tu m'as apporté un petit cadeau. Il y a des plantes que j'avais une grande liste de plantes indigènes que je voulais, mais bon, j'ai pas eu toutes. Mais toi, tu m'as apporté une couple de choses que tu avais chez vous. Oui, bien, c'est un drôle d'addon parce que l'année dernière, avec mes élèves, on fait souvent des essais puis des expérimentations. Donc, j'ai des élèves qui voulaient semer puis, en fait, produire une plante qu'on retrouve de façon indigène, justement, au Québec, qui est, en fait, le foin d'odeur. Qui est très, très rattaché aux peuples autochtones avec lesquels on faisait des encens pour les fumigations et tout ça. Donc, c'est une plante qu'on retrouve beaucoup dans les maritimes aussi. Donc, on en a quelques plants ici, puis on en a mis quelque part par en arrière aussi. Puis ça va vraiment... c'est une plante qui porte bien son nom parce que à maturité, là, quand elle va être plus grande, elle va avoir une bonne odeur. Oui, le feuillage est vraiment des odeurs de vanille. OK. Fait que on peut même cuisiner avec ça. C'est une plante qui a plusieurs utilités. On a 2 plantes ici à feuilles persistantes. C'est un peu différent de ce qu'on avait là-bas. C'est drôle parce que celui-là ici, le raisin d'ours, ça fait longtemps que je m'en sers dans les aménagements paysagers, mais souvent en bordure de rue parce qu'il est très résistant au sel. Puis j'avais même pas réalisé que c'était une plante indigène. C'était juste, je trouvais que c'était une belle plante, tu sais, qui rampe, qui prend de la place, puis qui est résistant là, au sel. Donc, oui, puis ici, la placer dans la pente comme ça, c'est les élèves qui ont eu cette idée-là. Donc, ça va le mettre en valeur. On va le voir encore mieux de loin. C'est ça. Puis avec les fruits aussi, là, ça va être intéressant, je pense, comme plante. Exactement. Puis là, ici, on a un genévrier qui est indigène au Québec. Le genévrier horizontal, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on pourrait parce que c'est, en fait, son nom latin dans son nom latin, l'espèce horizontalis. Donc, qui pousse de façon horizontale, il est vraiment, si on veut, rampant. Puis ici, on se doute qu'il va vraiment venir retomber sur le muret. Il va probablement même couvrir une bonne section par ici. C'est ça, là. Fait que ça va naturaliser encore plus le muret. Un peu comme le raisin d'ours aussi va produire des fruits. Peut-être moins voyants, là, mais ça aussi, ça va produire des fruits. Là. Je me demande si le raisin d'ours, on l'appelle raisin d'ours parce que les ours aiment ça. Peut-être. Faudrait vérifier, mais ça a sûrement une origine quelconque, effectivement. En tout cas, si on a des ours, on va savoir pourquoi. Oui, là, ici à Sainte-Foy, là, on va se poser des questions. Pour faire contrepartie aux jardins indigènes et plus sauvages à l'avant, qui représentent là, le bord du fleuve Saint-Laurent, les chutes Montmorency. Ici, on a le cap qu'on trouverait derrière là, les chutes.
je voulais faire quelque chose de plus classique, de plus ordonné. J'essayais de voir des plantes qui auraient été populaires peut-être à une certaine époque à Québec. C'était vraiment difficile à trouver, mais la spirée Van Hout, ça fait longtemps qu'elle existe. J'ai vu ça, je pense que ça date du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Puis écoute, c'est encore populaire aujourd'hui, puis je comprends pourquoi. Ça fait une grosse boule, puis là, au mois de juin, ça fleurit, là, ça n'a pas de bon sens. Là. On va vraiment avoir une belle floraison blanche, puis c'est un arbuste effectivement qui est très... ça fait partie des plantes là, vraiment robustes, puis effectivement qu'on voit un peu partout parce que justement, ils ont fait leur preuve. Ça va faire une belle floraison blanche là, au mois de juin, ça va être super. Donc, je voulais pas juste avoir un grand mur vert ici, là, avec plein de fleurs au mois de juin. Fait que là, j'ai alterné entre la spirée et puis l'hydrangée ici, Pinky Winky. Les hydrangées, habituellement, c'est pas bien compliqué. Ça fleurit pas mal de juillet jusqu'au mois de septembre, peut-être plus tard. Oui, puis c'est la floraison se poursuit. Même des fois, on a encore des inflorescences séchées très tard à l'automne, même au printemps suivant. Ouais. Puis cette floraison-là, cet automne, elle va être spectaculaire. Puis avec des hydrangées comme ça, on se trompe pas. Là. Non, c'est ça. C'est super facile. Donc ici, il va y avoir un mur ici plus ordonné que cette partie-là du jardin, mais c'est un peu ça, la civilisation et puis le sauvage, là, dans le même jardin. Là. Super, ça va bien entrecouper les deux thématiques. C'est ça. Mathieu, on va regarder une couple des plantes qu'on a placées dans le reste du jardin. On a regardé les plantes là, indigènes aussi. Là, on va regarder des plantes, des vivaces surtout, qui ont peut-être une floraison plus intéressante. Oui, exactement, comme le Nepeta ici. Persian Blue. C'est ça, exactement. Très belle plante vivace pour les milieux un peu plus secs, floraison prolongée. Et pour les pollinisateurs, c'est vraiment excellent. Quand on a là, beaucoup de Nepeta, là, on voit comme un nuage d'abeilles ou d'autres pollinisateurs. D'insectes pollinisateurs. Puis pour ceux qui aiment l'effet lavande aussi, c'est une plante qui la remplace très bien. On est au mois de juin, c'est déjà en fleurs, ça va fleurir jusqu'à septembre, peut-être octobre? Oui, exact. C'est vraiment beaucoup de fleurs. Là. Oui, puis c'est un cultivar qui ne vient pas trop haut, donc qui est un peu plus dense. Donc, il ne viendra pas qu'à s'écraser non plus. C'est ça. C'est parfait. Mais il y a plusieurs cultivars, donc il y en a des gros, il y en a des petits. Oui, maintenant, là, ça s'est beaucoup développé, les cultivars de Nepeta, donc on peut en avoir plusieurs hauteurs, couleurs un peu, les teintes peuvent varier, mais on a beaucoup de choix. Là, on est dans une partie du jardin qui est peut-être un petit peu plus ombragée, puis on a quand même des plantes intéressantes là, pour ces milieux-là. Oui, bien d'abord les deux, anciennement Simicifuga, maintenant Actea. C'est ça. Le cultivar... C'est le Pink Spire. Et puis ça, là, moi, là, dans mes plants de jardin, j'en mets tout le temps. J'en mets tout le temps parce que ça pousse à l'ombre, puis bon, dans ce cas-ci, c'est la version là, qui est plus foncée, pourpre, quasiment noire, mais des fois, je les cache dans le fond du jardin, puis on les voit pas avant que les tiges florales sortent. Effectivement, les inflorescences viennent assez hautes, Ouais. puis une plante qui
qui dégage beaucoup de parfum, qui est ça. vraiment odorante. Ici, sur le côté là, du passage devant la maison, ça va être parfait. Comme tu dis, on va les voir à la fin de l'été là, sortir. Bien, c'est ça va l'autre raison que je les utilise, c'est qu'il n'y a pas tant de fleurs que ça qui fleurissent à la fin de la saison. Puis les cierges d'argent font ça. Puis on a aussi à côté des œufs chairs. Oui, parce que justement, tu parlais de feuillage pour la lactéa. Bien, souvent, on oublie ça, le feuillage, que c'est beau la floraison, mais un feuillage décoratif, c'est intéressant aussi à l'année. C'est ça. Puis cette œuf chair-là, caramel, vraiment, la teinte est superbe, puis ça va nous faire ici une belle touche de couleur là, intéressante à l'année. Bien, à l'année, durant l'été, là... C'est ça. Mais je trouve que c'est encore plus intéressant à l'ombre, parce qu'à l'ombre, quand tu as juste du vert, à un moment donné, c'est comme tu vois plus rien. Puis là, quand tu as des taches de couleur, là, ça vient vraiment donner une forme à une plate-bande. Exact. Elle va bien jouer son rôle là, ici, c'est certain. Donc, des bonnes plantes pour l'ombre. Oui. Mathieu, on est à la fin d'une autre grosse journée. Les travaux sont quand même assez avancés au niveau de l'aménagement. Heureusement, on est soutenu par une très bonne équipe. Oui, bien, c'est ça, une chance qu'il y a beaucoup de monde là, ici pour nous aider avec ce projet-là, parce que sinon, j'aurais passé une couple de semaines supplémentaires à faire ça tout seul. Donc, je suis vraiment heureux là, qu'il y ait autant de monde qui ait voulu participer. Oui, ça permet aux travaux d'avancer encore plus rapidement. C'est ça. Donc là, les prochaines semaines, ce qu'on va voir, ça va être la finition. C'est ça. Bien là, le gros du travail est fait. L'aménagement est fait, la plantation est faite, mais il y a encore un peu de finition, quelques détails qu'il faut régler pour vraiment que ça soit parfait. Donc, on va voir ça dans les prochaines semaines. Merveilleux. Alors, pour ceux qui voudraient revoir l'émission, vous n'avez qu'à aller sur le télé-mag.tv. Sinon, suivez-nous. On vous retrouve la semaine prochaine.